lire, toc. Et voilà. Tant que ça charge, on va dire que c'est la connexion. Voilà. Alors, en introduction, ce que je souhaitais vous présenter en guise d'apéritif, c'est un petit affichage qu'on trouve beaucoup en maternelle. Alors, certains, peut-être, ont envie d'intervenir et me peuvent dire, vous avez ici des représentations du nombre. Est-ce que vous connaissez les termes utilisés? Parce que quand vous allez passer le concours de professeur des écoles, on va vous demander une certaine expertise sur un vocabulaire propre à la pédagogie. C'est-à-dire que, comme tout corps de métier, le professorat véhicule un vocabulaire spécifique. C'est valable pour le droit, c'est valable pour plein de métiers. Et donc, cette représentation du nombre, ça représente différentes... le vocabulaire est différent pour certains. Donc, on a constellation du dé, Sophie, OK. Écriture chiffrée, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Constellation, représentation digitale. Donc, on retombe sur la constellation digitale, c'est le D. Symbole. Alors, Dorian, il faut préciser, symbole, c'est-à-dire, symbole, c'est peut-être un peu général. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Dorian, en termes de symbole dans la représentation? En bas, alors on ne parle pas encore d'unité parce que ça viendra après quand on va classifier dans la numération en cycle 2 et 3. Le 3, d'accord. Ensemble de formes. Cube, OK. Barre de numération. Représentation analogique. On voit que déjà vous avez un certain vocabulaire pour certains. OK. Toutes ces réponses-là sont très intéressantes dans le sens où elles regroupent comment dire, des définitions propres à chaque représentation du nombre. Graphie, OK. Alors, si on part du principe que du coup, on a le... Alors, quand tu veux, tu avances. Voilà. Alors, moi, j'appelle ça, et il y a beaucoup de didacticiens des mathématiques qui appellent ça les collections témoins. C'est-à-dire qu'en fait, l'élève va beaucoup s'aider de ces collections témoins et elles sont dans la classe et elles sont sur les murs et les affichages. Donc, vous avez une représentation des doigts, ça peut être digital, hein, vous pouvez l'appeler comme ça, mais on la retrouve beaucoup. Ensuite, vous avez la collection témoins, c'est la constellation du dé. On retrouve ça énormément aussi dans une classe. Donc, parce que le dé, c'est aussi une manière, quand on fait des mathématiques avec les élèves, sans employer le mot de mathématiques, mais plutôt des jeux, de travailler à partir du dé pour faire du comptage. Ensuite, vous avez les collections témoins. Alors là, c'est une représentation de coccinelle, mais vous auriez pu mettre d'autres dessins. C'est-à-dire on appelle ça toujours des collections témoins. Et ensuite, ici, vous avez une représentation d'un empilement de cubes. Donc, vous voyez, c'est très basique, hein. Alors, l'empilement de cubes, en général, il fait référence à ce qui se trouve dans la classe en termes de matériel. C'est-à-dire que si vous construisez un affichage, il faut que l'affichage soit en lien avec le matériel disponible dans la classe. Et ces cubes-là, on les retrouve beaucoup. On y reviendra en fin de présentation. On les retrouve beaucoup à l'école lorsque on veut travailler sur la gestion de l'espace. On y reviendra par rapport à ça. Donc ensuite, vous avez les collections témoins. C'est une bande découpée en carrés, tout simplement. Alors ça peut être une bande unité, on peut l'appeler encore bande unité, mais on compte les carrés de la gauche vers la droite. Et vous regardez bien, la dernière, c'est donc l'écriture chiffrée. Cette écriture chiffrée, elle vient après. Donc, toute la problématique de l'apprentissage de l'énumération, on y reviendra en maternelle, c'est le passage à l'abstraction. C'est-à-dire que l'élève, il doit comprendre in fine en grande section que cette écriture chiffrée, c'est celle qu'il va utiliser, qu'elle représente la quantité 3 ou 3 de manière ordinale. Et de fait, elle est représentée avant par énormément de manières. Et plus vous multipliez les manières, plus vous l'aidez à construire ça. Et elle est liée à sa réalité, c'est-à-dire que les doigts, tout le monde en a, et les dés aussi. Donc c'est ça aussi qui joue par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est connecté au matériel qu'il y a dans la classe. Donc, on va commencer par les programmes de l'école maternelle pour comprendre une chose qui est importante, c'est que les mathématiques, le mot mathématique n'existe pas. Si vous faites un contrôle F dans les programmes du cycle 1, le mot mathématique n'apparaît pas. Et pourtant, on en fait dans les 5 domaines d'apprentissage, mais
Alors, je vous conseille de les connaître quand vous passez le concours, mais pas en détail à l'intérieur, mais connaître quand même les grands libellés, les 5 domaines. Et le domaine numéro 4, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, est plus particulièrement porté vers les mathématiques. Mais vous allez voir, ça va être mon introduction, que les domaines d'apprentissage sont connectés aux mathématiques, tous à partir d'un moment. Donc, on a ici l'idée que pour construire des concepts comme le nombre, mais aussi comme les formes, comme le temps et comme l'espace, parce que tout ça concerne le champ des mathématiques, vous allez avoir une transversalité à l'intérieur des domaines et en particulier par rapport au langage. Si vous tombez sur un sujet sur la maternelle, il faut absolument que vous parliez du langage qui est au centre des apprentissages à l'école maternelle. Et de ce fait, c'est par ça qu'on va commencer. Donc, le langage dans toutes ses dimensions. Si vous regardez ce qui est attendu en oral et en écrit, à la fin de la grande section du cycle 1, vous constatez que le langage oral, c'est d'abord entrer en communication, mais aussi expliciter des méthodes ou de la manière dont on a fait. C'est très important ce moment d'explicitation lorsque vous posez des problèmes aux élèves. Quand vous leur demandez de justifier, on commence en grande section à demander à l'élève de pouvoir dire ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait de cette manière-là. Mais si on va plus loin, vous voyez bien que ça touche à énormément de compétences autres, et notamment lorsqu'il y a, je vous prends un exemple au milieu de ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle, dire de mémoire et de manière expressive plusieurs comptines et poésies. Vous savez comme moi qu'à l'école maternelle, il y a des comptines qu'on dit utilitaires, qui sont utiles pour apprendre les mathématiques ou le langage, et vous avez beaucoup de comptines autour de 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ordre des nombres qui revient dans ces comptines-là. Donc, vous voyez bien à quel point on peut même imaginer que la musique est connectée aux mathématiques quand il s'agit d'apprendre la suite des nombres dans l'ordre de 1 jusqu'à 10. Donc, on a le langage oral, et après, si on décline à travers les différents domaines, voici plus particulièrement dans ce domaine-là, ce qui a trait aux mathématiques. D'abord, dans agir et s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, vous avez l'appréhension de la notion d'espace et du temps. Évidemment, quand vous travaillez sur des parcours de motricité en maternelle, vous touchez aux mathématiques, vous touchez à l'orientation dans l'espace de l'enfant et aussi à tout ce qui tourne autour du temps, les mathématiques comme outil transversal. Donc, si on regarde les objectifs visés dans ce domaine-là, on voit que agir dans l'espace, dans la durée et sur les objets, collaborer, coopérer, s'opposer, donc tout ça, c'est faire des mathématiques avec les élèves en maternelle. Ensuite, dans agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques, vous voyez, le titre a changé, c'est juste le dernier mot. Vous avez des activités artistiques qui sont souvent liées, en tout cas graphiquement, à des représentations d'objets mathématiques. Vous avez alors d'abord les formes, ça vous y touchez beaucoup, mais aussi le nombre. Donc vous voyez bien comment on peut travailler sur le nombre au travers d'activités artistiques en leur permettant de faire des représentations du nombre autres que ceux que je vous ai proposés au début, et aussi tout ce qui est la représentation dans l'espace. Donc l'espace de la feuille et aussi l'espace de la classe, ça on y reviendra aussi. Donc ce qui est attendu en fin d'école maternelle, voilà, je vous le mets en détail, mais c'est lié aux représentations d'objets mathématiques. Maintenant, ce domaine-là, il est plus spécifiquement vers les mathématiques pour les élèves de maternelle. Donc, on a, et on y reviendra, l'objectif principal par rapport au nombre, à leur utilisation, c'est que l'école maternelle doit conduire progressivement chacun à comprendre que les nombres permettent à la fois d'exprimer des quantités, donc on va vous demander ça au concours, usage cardinal, et d'exprimer un rang ou un positionnement dans une liste, usage ordinal. Cardinal, c'est la quantité. Ordinal, c'est l'ordre dans la suite des nombres. Donc après, vous avez une déclinaison des différentes compétences. Construire le nombre, stabiliser la connaissance des petits nombres, utiliser le nombre pour désigner un rang, tiens, je me suis trompé, un rang, une position, etc. Et ce qui est attendu à la fin de l'école maternelle, je ne l'ai pas explicité parce que là, c'est
évidemment, il y a beaucoup plus de compétences vu que on est plus, ça a plus attrait aux mathématiques. Si on continue, vous avez aussi tout ce qui est attrait aux formes et aux grandeurs. Et on voit bien qu'on a tout ce qui tourne. Alors, il faut copier votre micro. Tout ce qui tourne autour de carrés, triangles, cercles, disques, et puis les solides. Donc, vous avez aussi reproduire un assemblage à partir d'un modèle. Vous avez beaucoup de choses autour des puzzles en maternelle et beaucoup de choses autour de l'assemblage de solides. On y reviendra, notamment pour faire des constructions à partir de modèles où le modèle est en 2D et on propose à l'élève de faire une construction en 3D. Voilà. J'y pense là, mais on a aussi, et ça c'est les nouvelles technologies qui nous le permettent, vous avez aussi au niveau numérique des, des possibilités pour construire les mathématiques avec les élèves. C'est des petits robots qu'on appelle des bibots et qui, lorsque vous les programmez, permettent d'avancer sur un quadrillage à terre où vous anticipez en fait ces virages et le nombre de cases auxquelles ils doivent avancer. Ça, ce sont des choses auxquelles, si vous vous y intéressez, qui sont très intéressantes à faire avec des élèves de maternelle. Moi, je l'ai vu mis en place avec des élèves de moyenne section. C'est très fonctionnel et ça marche très bien. On est sur la notion d'espace et sur le fait aussi, le quadrillage, compter 3 vers l'avant, 2 vers la gauche, puis 3 vers l'avant. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais je vous encourage, si vous avez à côté de vous une feuille, à prendre des notes de ce que je peux dire par moment, s'il y a des choses qui vous paraissent plus pertinentes parce que vous vous dites, ah oui, ça, j'y avais pas pensé, ou ce genre de choses. Voilà. Donc, si on continue dans les programmes, vous avez toute la partie explorer le monde. Alors, explorer le monde sert à prendre des repères dans leur vie quotidienne. Vous savez comme moi que c'est très important d'avoir un enseignement en maternelle qui est en prise avec la réalité de l'enfant. L'enfant est peu dans l'abstraction. Donc, prendre des exemples de leur vie quotidienne, prendre des exemples de leur vie de la classe, c'est s'assurer qu'à un moment donné, ça prenne sens pour l'élève. C'est-à-dire que toujours, il faut avoir en tête, lorsqu'on construit des activités ou des séquences ou des séances au travers d'ateliers ou autres, avec des élèves de maternelle, d'être en prise avec leur réalité directe, au risque de passer complètement à côté avec des élèves qui ne comprennent pas ou qui ne s'y intéressent pas parce que ça ne leur parle pas, tout simplement. Et de fait, dans Explorer le monde, on a ça dans leur vie quotidienne, on y reviendra. Les enfants perçoivent certaines dimensions spatiales et temporelles de leur environnement immédiat. Donc, on a se repérer dans le temps et dans l'espace. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de repérage dans le temps possible et des exemples d'activités qu'on peut faire pour le repérage dans l'espace. Donc, je ne vous lis pas tout ça. Vous avez tout ça, ce sont des libellés des programmes. Ensuite, dans Explorer le monde, la suite, vous avez tout ce qui concerne le monde du vivant, des objets et de la matière. Et c'est aussi une manière d'appréhender le monde. C'est une première partie des mathématiques aussi, cette manière d'appréhender le monde du vivant. Bon, ça, on va passer. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vous propose un sujet de concours qui est tombé il y a pas longtemps, 2-3 ans, je pense. Alors, il est en 3 parties. Vous avez le texte en haut du problème. Ensuite, à la fin, vous avez la consigne donnée. Vous avez les procédures d'élèves et les 3 questions. Ce que je vous propose là, c'est de lire pendant 2 minutes, tranquillement, chez vous, l'énoncé, les procédures d'élèves et les questions. Et ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez commencer à y répondre, soit de vive voix, qu'on ait un débat ensemble, soit via le chat, comme vous voulez, par rapport aux questions qui sont proposées. Donc voilà, je vous laisse lire, je vous laisse 1 minute, tranquille, sans intervenir.
Voilà. Bon, alors maintenant que vous avez lu la situation problème proposée par l'enseignant, les procédures des élèves, A, B, C, D, qui peut me dire ce qui répondrait à la question numéro 1 dans cette... Quel aspect du nombre est mobilisé dans cette situation? Donc, vous êtes toutes d'accord pour dire l'aspect cardinal. Alors, le dénombrement, la représentation mentale du nombre, puisque l'élève doit estimer le nombre de biscuits à récupérer, se déplacer dans l'espace cuisine et ramener le bon nombre de biscuits. Tout à fait, l'aspect cardinal. La définition, l'explicitation de Delphine est très pertinente, c'est l'idée, on apprend à l'élève à anticiper. Il comprend que le nombre est un moyen pour lui d'anticiper. Et c'est ça qui va lui donner un espèce de pouvoir au nombre, c'est-à-dire que du coup, on va pouvoir se dire, ah là là, je vais anticiper les biscuits que je vais pouvoir aller poser auprès de mes 3 poupées. Alors après, est-ce que vous pouvez, et si pour vous le micro est plus facile, vous pouvez, ou dans le chat comme vous voulez, est-ce que vous pouvez analyser les stratégies mises en œuvre par chacun des élèves? Parce qu'on va attendre un certain vocabulaire de votre part. Voilà. Alors, l'élève A, comme dit Sophie, fait de la correspondance terme à terme, c'est ça. Ça, c'est des termes que vous devez retenir tous, hein. Ça, c'est des choses qu'on attend. Correspondance terme à terme, c'est-à-dire qu'à une poupée, l'élève assigne un biscuit et il fait autant de voyages qu'il y a d'assiettes. Exactement. Voilà. Donc, comme ce sera la troisième question, les variables didactiques n'ont pas bougé, et ben du coup, vous pouvez faire plusieurs voyages. Lui, il ne s'embête pas, il fait 3 voyages, il fait correspondance terme à terme, on n'en parle plus. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez me dire par rapport à l'élève B, C ou D, celui que vous voulez, est-ce que vous connaissez d'autres termes techniques qui permettent d'analyser les stratégies mises en œuvre? Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là la dernière fois pour la résolution de problème, mais on avait discuté, donc si vous voulez parler, hein, représentation visuelle pour l'élève C. Alors, B des nombres. Voilà, alors il y a des mots qui apparaissent comme subitizing, ok. Ça, c'est bien, c'est des mots qu'on attend aussi. Mais subitizing, vous le mettriez où? Quel élève, en fait, ça lié. Oui, c'est pour l'élève C, Delphine, c'est ça. Le subitizing, c'est que l'élève perçoit immédiatement la quantité, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de dénombrer. Donc, comme il l'aperçoit directement, il sait qu'il en prend 3. On va dire que le subitizing, c'est un peu la solution experte. Bien. L'élève, du coup, alors je remonte un peu dans vos B des nombres. Alors attendez, je reviens en arrière parce que là j'ai en plus. Voilà. L'élève B des nombres. Il utilise sa main droite dont il abaisse 2 doigts. Il se déplace à la table. Alors vas-y, Fabienne, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. Il abaisse 2 doigts, il se déplace à la table du coin cuisine et revient avec 3 biscuits avec la main gauche. Comment vous pourriez appeler ça, le fait d'utiliser 2 doigts? C'est ça la question. Par rapport à l'affichage que je vous ai présenté au début. Il utilise tout simplement ce que lui a sur son corps, les collections de témoins, c'est-à-dire qu'il fait des relations directes avec ses doigts. Et l'élève D, il effectue 2 voyages. Au premier voyage, il rapporte tous les biscuits, parce qu'on ne lui dit pas qu'il y en a 5, hein, il prend tous les 5. Au deuxième, il rapporte 2 biscuits à la cuisine. Ah, la communication coupe au niveau de ma voix. Ok, cool. Non, vous savez que des fois, moi, ici à Abidjan, c'est tendu, hein. Au niveau de la connexion, des fois, vous voyez, il y a par moment, voire assez souvent des coupures d'électricité.
Alors, il va chercher à redistribuer sans estimer au préalable. Alors, Delphine, il va chercher à redistribuer sans estimer au préalable. C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'anticipe pas, c'est-à-dire qu'il prend tout et il se dit, au pire, s'il y en a trop, je ramènerai le reste. Exactement. Donc, on peut dire qu'à terme, quand il arrive, on peut imaginer que dans sa procédure, il fait du terme à terme et il ramène ce qu'il y a en trop. Mais du coup, il n'anticipe pas. Bon. Alors, on va faire la question 3, puis on va y revenir après. C'est quelle variable didactique vous pouvez mettre en place assez vite pour mettre en échec, entre guillemets, les élèves A et D, d'après vous. Voilà, Sonia, en un seul voyage, exactement. Et cette idée de variable didactique, on va en trouver d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que celle-là. Par exemple, le subitizing, ou le nombre de déplacements, c'est ça, Cindy, c'est-à-dire qu'on va on va lui imposer soit un nombre de déplacements fixe, donc essayer de faire un nombre de déplacements moindre par rapport au nombre de poupées à qui on doit donner des gâteaux. Il y a aussi le choix du nombre, c'est-à-dire que le subitizing marche quand il y en a trois, mais au bout d'un moment, quand vous augmentez le nombre de poupées autour de la table, est-ce que l'élève va du coup pouvoir voir la collection 5 directement ou là, il va repasser au comptage? C'est ça qui est intéressant du coup dans les procédures, c'est de voir à quel moment le subitizing ne marche plus. L'élève, ça marche jusqu'à 3, puis après, il est obligé de faire du recomptage pour s'assurer que c'est bon quand vous prenez des plus grands nombres. Toutes ces variables didactiques fonctionnent. Donc voilà, très bien. Donc si je dois continuer, l'analyse de la situation qu'on vient de faire ensemble, c'est ce que vous avez très bien dit, c'est faire percevoir à un enfant que le nombre lui donne un pouvoir d'anticipation dans des situations de distribution pour résoudre des problèmes. Donc, du coup, il se rend compte que avoir le nombre et le garder en mémoire avec ses doigts, c'est-à-dire que vous avez des élèves en maternelle que j'ai vu faire, ils prennent leurs doigts comme ça, ils les posent sur la cuisse et puis ils marchent en même temps pour aller jusqu'à l'endroit où ils doivent poser les gâteaux avant de revenir. Ensuite, l'aspect cardinal, vous l'avez très bien dit, donc c'est on organise les objets d'une collection pour en maîtriser la quantité. On est ici dans un domaine visant à désigner une quantité, c'est-à-dire combien. Alors, je voulais juste vous rappeler une chose importante, c'est que ce qui est compliqué quand on a affaire à des sujets sur la maternelle, c'est que les contenus qui sont abordés sont des contenus sur lesquels nous, on a automatisé les procédures depuis bien longtemps. Or, il s'avère que lorsqu'on vous propose au concours un sujet en maternelle, on va vous demander d'analyser les procédures d'élèves qui, pour vous, vous paraissent, entre guillemets, évidentes. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous, apporter 3 biscuits, ça vous paraît d'une telle évidence que c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, en fait, ce qu'on vous demande en tant qu'enseignant, et c'est ça qui est compliqué, c'est de déconstruire un peu vos conceptions automatiques et de savoir ce qu'on y met derrière. Donc, je voulais juste vous rappeler dans le... Ah, c'est après que je l'ai fait. Attendez, je vais revenir en arrière, mais c'est là. Qu'est-ce que ça veut dire compter? On reviendra en arrière. Compter, c'est 3 choses. C'est d'abord, l'élève, il doit connaître la suite numérique, c'est-à-dire le caractère ordinal. Il doit savoir la suite des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre. Il doit, pour compter correctement, faire la correspondance terme à terme. C'est-à-dire que l'élève, s'il recompte la chose qu'il a déjà comptée avant, eh bien, ça veut dire qu'il va se tromper. Et il doit comprendre que le dernier nombre qu'il dit, c'est le cardinal de la collection. Pas le premier, mais le dernier, ou au milieu. Vous voyez que de ces 3 compétences mises ensemble et réunies, est un gage de succès pour l'enfant pour compter correctement une collection. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. C'est ce qu'on appelle, nous, la tâche de l'élève, c'est qu'est-ce qu'il a à faire concrètement pour compter une collection. Et c'est ça qui est très compliqué parce que c'est de la tâche de l'élève et de son analyse que vous allez en faire qui va vous permettre d'avoir, on va dire, euh, une pertinence par rapport à la difficulté du problème que vous avancez. C'est-à-dire que le fait de bien connaître la tâche de l'élève va faire que vous allez ajuster votre problème en fonction de son âge à l'élève et du fait que ça va être adapté pour lui au bon moment.
Vous n'allez pas proposer quelque chose de trop facile ou de trop difficile. Et c'est ça que j'appelle, moi, la tâche de l'élève. Voilà. Donc, pour finir, les procédures d'élèves dans l'analyse de la situation, c'est quand vous avez un problème comme ça, c'est situer le problème, à quel moment on est dans la progression de l'apprentissage d'une notion, c'est analyser les éléments qu'on vous fournit, le texte, les consignes, les procédures, et analyser les objets d'analyse. Donc là, il n'y a pas d'extrait de manuel ou de livre du maître, enfin, il y a juste un petit texte qui décrit un peu ce qu'on demande de faire, mais il y a les productions d'élèves qui montrent leur stratégie. Donc, quand on analyse, vous avez parfaitement répondu, c'est l'aspect cardinal. Je reprends ce que vous avez dit dans le chat, hein. Donc, on a comment estimer une quantité, la perception globale ou subitizing, qui a ses limites à partir du moment où vous augmentez une collection. La reconnaissance de collections témoins connus, les dés ou la main. On aurait pu aussi avoir un élève qui cède d'un dé, et lui, il cède des doigts de sa main. Et l'évaluation globale pour des grandes quantités, qui est plus approximative pour des élèves. On peut imaginer ce problème en moyenne section. Petite section, début de moyenne section. Enfin, la variable didactique par excellence, c'est imposer qu'il n'y ait qu'un seul voyage, vous l'avez dit. C'est que l'élève doit mémoriser la quantité de poupées. L'objectif principal, c'est de l'amener à utiliser le nombre, donc de dénombrer avant de se déplacer. Voilà. Après, c'est comment garder en mémoire ce nombre sur son trajet. Donc, lui fait le choix des doigts, mais ils peuvent choisir la trace écrite, c'est-à-dire dessiner des bâtons sur une feuille et se balader avec sa feuille pour aller, voilà, pour pas. C'est toujours la problématique, c'est comment je garde en mémoire ce nombre. Et la question des variables, c'est le choix des nombres, je vous l'ai dit, le fait de travailler en binôme ou pas, c'est-à-dire que du coup, l'élève donne l'information, l'autre y va, etc. Et la possibilité d'utiliser des outils d'aide comme la bande numérique. Voilà le type de problème. Donc, dans les situations problèmes qui vous sont proposées, vous en avez toujours deux types. L'aspect cardinal qui a trait au dénombrement et l'aspect ordinal qui a trait à la position dans la suite numérique. Et je vous mets des exemples de problèmes que j'ai pris sur Internet. J'aime bien les fiches qu'avait fait cette personne qui avait préparé le concours il y a quelques années. Ça s'appelle préparercrpe.com. Donc, je cite mes sources tout le temps, hein. Vous avez du coup, dans des problèmes qui ont l'air d'une extrême, on va dire, qui se ressemblent beaucoup, une extrême ressemblance, pardon, vous avez en fait des choses très différentes qui sont mises en jeu. Vous avez d'abord trois types de problèmes de mémorisation, de comparaison et d'anticipation. Nous, on est plutôt dans le 3. Et dans les problèmes de mémorisation, vous avez des problèmes d'équipotence, c'est-à-dire on construit une collection A équipotente à une collection B. On travaille le langage oral quand on fournit une information à quelqu'un pour qu'il puisse construire une collection B équipotente à une collection A. On travaille le langage. Et on construit une collection C à partir d'une collection A. Chaque élément de A correspond à 2, 3, 4 éléments de C. Donc ça, c'est des problèmes d'équipotence, de fait d'avoir des collections du même nom. Problème de repérage dans une liste, on est plus côté ordinal, c'est se souvenir de la position d'un objet dans la liste. On a ça, par exemple, quand on travaille sur des suites, pour le fait qu'on retrouve des dessins ou des formes les unes après les autres, quand on fait carré, rond, ensuite, ou plutôt cercle, carré, cercle, triangle, et on refait ça. Donc, se souvenir de la position d'un objet dans la liste, aussi quand on travaille les bandes numériques où on compte, d'où l'idée du jeu. Et puis, vous avez un travail au milieu de comparaison, comparer deux collections, quelle est la plus grande, quelle est la plus petite. Et qu'est-ce que je dois faire pour rajouter ou enlever pour qu'une collection soit équipotente à une autre. Et puis, les problèmes d'anticipation qu'on a eu. Voilà. Ça, c'est les types de problèmes possibles en maternelle. Et c'est vrai que lorsqu'on énonce ces résolutions de problèmes, on se rend compte que les problèmes sont très proches et pour autant, elles ne mettent pas en jeu les mêmes compétences chez l'élève. Donc, c'est toujours ce que je vous ai dit depuis le début, c'est se poser la question de quelle est la tâche de l'élève, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour réussir l'activité proposée. Donc, si on doit faire une synthèse sur les nombres, sur le langage des nombres, et ça, c'est valable pour tous les cycles, de la petite section jusqu'au cycle 3,
c'est qu'on a tout ce qui a trait à tout ce qui est analogique sur les quantités, les constellations, les doigts, c'est-à-dire tous les dessins, les petites coccinelles que je vous ai montrées, les bandes, tout ça, outils de base pour résoudre des problèmes arithmétiques. C'est l'image mentale des petits nombres, voilà. C'est des collections témoins. Vous avez tout ce qui est symbolique avec l'écriture chiffrée, qui est l'abstraction par excellence. C'est ce vers quoi il faut tendre, c'est ce qu'on attend d'un élève. Ce qui permet après pour lui de poser des opérations au cycle 2, de faire des calculs, etc. Et après au cycle 3. Et puis vous avez, j'en ai peu parlé, mais la communication écrite et orale, c'est-à-dire qu'on dit un nombre d'une certaine manière. Donc là, les mots, il y en a 4, et puis on l'écrit aussi. Donc c'est ça qui fait aussi que le langage des nombres est compliqué parce qu'il est multiforme et qu'il doit être abordé avec les élèves sous toutes ses formes pour construire ce concept de nombre. Et c'est ça qui est important à avoir en tête toujours, c'est que dès la petite section, on construit, alors non pas les mots écrits, hein, on est logique, mais on construit ces différents aspects du nombre. Et plus l'élève va rencontrer ces nombres dans différents moments de la journée, de différentes manières, ou qu'il aura réfléchi dessus, plus il construit ce concept de nombre pour aller vers une symbolique, une écriture, du coup, qui va être abstraite, le 5, le 6, puis après le 10. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près le tour par rapport au nom. Est-ce que, on fait une petite pause, après j'enchaîne sur la thématique suivante. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas du tout? Ou j'enchaîne? Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? C'est clair, Lydia? Ok, super. Eh bien, c'est cool. Alors, je vous propose d'enchaîner avec un autre aspect qui est beaucoup plus complexe à construire chez les enfants, notamment le temps et l'espace. Je ne dis pas que les formes, c'est moins complexe, mais le temps et l'espace, ce sont deux notions qui prennent beaucoup de temps à se construire et bien au-delà de la maternelle, en cycle 2 et en cycle 3. Donc, je vais plus passer de temps sur le temps, mais les formes et l'espace, on va l'aborder aussi. Donc, si on regarde ce qui concerne les formes et les grandeurs, on est sur des suites organisées, d'accord? La manipulation d'objets, le fait que ces objets, on peut les observer, les comparer et les trier. Ces activités de tri, de comparaison sont essentielles dans la manipulation pour l'élève pour construire ces notions de forme et de grandeur. Et ces manipulations, vous ne pouvez pas passer outre et même les prolonger en cycle 2, voire en cycle 3, lorsqu'on travaille avec des élèves en difficulté. Quand on prend des groupes de besoins, on se repositionne en tant qu'enseignant avec des élèves et on propose des outils qui sont des outils de manipulation. Donc ce passage par le tri, la comparaison et les observations, c'est des choses que vous faites tout le temps à l'école et qui sont fondamentales. Plus l'élève va y être confronté, plus il va construire. Ça. Et c'est ce que l'on voit aussi quand on aborde des notions en grammaire ou en orthographe. C'est bien parce que l'élève va manipuler les mots, plus il va les manipuler, plus il va discerner des invariants à l'intérieur, comme le S au pluriel, et qui va comprendre au bout d'un moment, à force de manipuler ces mots-là, que le S est la marque du pluriel. On est beaucoup revenu sur l'idée de la règle qui on apprend par cœur et qu'on fait des exercices d'application. Je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis juste que dans les programmes, il est très souvent écrit ces moments de tri, de comparaison et d'observation. Donc, ce qui est attendu en fin d'école maternelle, c'est ce qui est écrit en bas. Donc, je vais vous proposer des types d'activités, par exemple. On peut nommer les formes, les classer, reproduire un assemblage donné. Si on a le temps à la fin, j'ai une petite vidéo, mais sinon je vous dirai un peu l'activité. Donc un assemblage, donc vous avez des briques, vous avez une photo en 2D de l'assemblage en question et les élèves doivent reproduire les briques les unes sur les autres en fonction du modèle proposé, dessiner des formes et poursuivre un algorithme. C'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est-à-dire des suites. Les algorithmes, c'est des choses qui reviennent régulièrement.
Évidemment, en école maternelle, et ça, vous pouvez évidemment le citer au concours, on s'appuie aussi énormément sur des albums. L'album est au centre comment dire, il y a toujours une bibliothèque dans les classes. Donc, je vous donne 3 titres d'albums, Le Petit éléphant et les formes, 4 petits points de rien du tout, et puis Un jour au zoo, il y en a bien d'autres. On travaille sur les formes, et ça aide aussi l'enfant à construire ses représentations. Et enfin, je vous mets en bas des mises en œuvre possibles avec une classe. Donc, reconnaissance à la bloc de forme, c'est que vous avez des formes en 3D que vous mettez dans un sachet et l'élève, en touchant ces formes, essaie de reconnaître si c'est des triangles, des cercles, des ronds ou des carrés. Des activités de tri, j'en ai déjà parlé. Des codages pour garder la mémoire de la forme, c'est qu'en fait, quand vous commencez à travailler sur des formes en 3D avec des élèves, avec des cercles, par exemple, ou plutôt des cubes, vous pouvez tracer des empreintes, et ces empreintes en 2D forment des carrés, du coup, si c'est un cube, et ces empreintes, du coup, c'est un peu un codage pour garder en mémoire la mémoire de la forme proposée. Et puis des activités de communication et des recherches, questionnements pour passer un espace 2D ou 3D. Donc ça, c'est des petites mises en œuvre possibles et il y en a bien d'autres. Je n'ai pas été exhaustif. Ensuite, il y a se repérer dans le temps. Alors le temps, c'est très complexe. Donc je vais vous proposer plusieurs exemples. Tout d'abord, on va essayer de déterminer quel type de temps, parce qu'il y a des temps pour à peu près différents moments de la journée et ça construit différentes choses chez lui. Il ne faut pas les confondre quand on est en maternelle. Ça, vous pourrez aussi le réutiliser dans d'autres domaines. C'est vraiment important, c'est juste qu'on continue à construire après en cycle 2. Donc, j'ai noté le temps naturel, le temps conventionnel, le temps social, le temps affectif et le temps historique. Donc, si on prend le temps naturel, c'est pour l'enfant celui qui rythme les saisons, l'alternance jour-nuit, les solstices, c'est un temps qui revient, c'est un temps cyclique, d'accord? Donc, c'est par exemple ce type de production que vous avez en maternelle souvent, par rapport au mois, où on a la citrouille par rapport à ce mois-là, c'était le mois dernier, mais vous avez aussi celui-ci, où on voit les arbres évoluer pendant l'année, et en fonction de ces arbres-là, euh, on voit qu'ils ont des feuilles, on voit qu'ils ont des bourgeons, et on voit du coup l'alternance des saisons. Par exemple, je vous pose, voilà, c'est juste une anecdote parmi tant d'autres. Ici à Abidjan, ça n'existe pas, les 4 saisons. Donc moi, je suis dans une école où les enfants ont une saison sèche, une saison des pluies. Donc du coup, on travaille aussi sur ce temps qui rythme, mais on n'a pas les mêmes modèles dans les classes d'arbres, parce que, en fait, c'est ce que je vous ai dit dès le début, cette prise avec la réalité de l'enfant, elle est fondamentale. Ici, en Abidjan, on ne va pas faire de choses sur la neige ou sur Noël parce que l'élève ne se représente pas du haut de ses 4 ans ce que peut être de la neige. Et donc, du coup, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le faire. Donc, vous voyez, c'est toujours cette idée d'être aux prises avec lui et avec ce qu'il vit tout le temps. Ensuite, vous avez le temps conventionnel, c'est-à-dire celui que l'homme crée pour faciliter la vie collective. Donc, c'est la montre, l'horloge, le calendrier. Alors, vous avez ce type de choses dans les maternelles, c'est-à-dire que ça rythme la journée. Vous avez la journée de l'enfant, je joue librement en arrivant, je travaille, je mange la collection, je joue dans la cour, etc., etc. Mais vous avez aussi d'autres formes de temps conventionnel. Vous avez souvent des maîtres et des maîtresses qui ne sont pas là certains jours. Et puis, il y a des fois, il y a des jours où il n'y a pas école. Alors, on explicite ça par des dessins ou par des photos du maître, quand est-ce qu'il est là ou pas. Ensuite, ce type de calendrier, c'est-à-dire chorale avec les enfants de l'école, informatique, les anniversaires, Ancelin à 4 ans. Donc là, on peut imaginer qu'on est en petit moyen ou en moyen grand. Voilà. On continue. Ensuite, vous avez le temps social. C'est celui de l'école et c'est celui qui rythme la vie collective de l'école. Ça, c'est très important qu'il l'ait en mémoire. Donc, ce type de document aide l'enfant à se repérer dans le temps de l'école. C'est-à-dire qu'on déjeune le matin, on met son étiquette, on dit bonjour le matin, on met la date. Vous avez aussi celui-ci, ce que je fais le matin en arrivant, dans l'ordre. Je mets mes chaussons, je dis au revoir, etc.
Tout ce temps-là doit être pris en photo. Il rythme l'enfant dans sa manière d'avancer dans la journée parce que tout apprentissage, pour moi, ça c'est fondamental, doit être explicite. L'enfant, on doit tout lui anticiper. Tout doit être clair pour lui quand on veut qu'il apprenne. Et pour que ce soit clair pour lui, pour que ce soit explicite, il faut qu'à un moment donné, on garde des traces de ça. Et ces traces, c'est ce que je vous montre là. C'est-à-dire que l'enfant, ça le rassure de voir ça. Il sait que s'il ne sait plus, il peut se référer à la photo et il sait où il en est dans la journée. Et que l'enseignante dans la classe fasse toujours référence à ce temps social, c'est aussi fondamental. Toujours le situer par rapport à la journée, où il en est. Quand on sait à quel point, parce que les séances sont souvent comme ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois. Quand on sait à quel point, on sait qu'en petite section, c'est très compliqué pour un élève déjà l'après-midi de se souvenir de ce qu'il a fait le matin. Vous imaginez bien que si vous ne gardez pas de traces de ce temps qui passe, c'est quelque chose que vous ne construisez pas avec lui. Il a besoin de ça pour avancer et pour, du coup, avoir des apprentissages. Donc, vous avez enfin le temps affectif. Celui-là, il est unique pour chaque personne. Il est plutôt intime. Il est l'école et la maison. On lui apprend à le percevoir. C'est quand l'enfant pleure ou quand l'enfant est heureux, mais ce temps affectif, il est propre à chacun. Et puis enfin, vous avez la grande question du temps historique. Je l'aborde rapidement, mais c'est vrai que c'est complexe, ce temps historique. Pourquoi? Bah, d'abord parce qu'il ne revient pas. Et puis, ça appartient pas au temps de l'enfant. Il ne le vit pas. Donc, lui, déjà, cette notion du temps qui passe, si vous lui dites quand ça s'est passé quelque chose d'ancien, il sait que c'est avant ses grands-parents, et puis après, il n'a aucune représentation de ce que ça peut être. Donc là, je vous montre une idée, parce qu'on avait travaillé avec des enseignants de maternelle par rapport à ce temps historique-là. Donc là, moi, je vous parle d'un temps où j'étais dans un département en Essonne où vous avez un château au Moyen Âge qu'on peut visiter à Dourdan. Et du coup, on avait un vidéoproche dans la classe, on pouvait projeter des œuvres, et puis on avait aussi un mini musée de classe en maternelle où les élèves avaient du coup des matériaux, des photos, mais aussi des vrais matériaux. Donc, pour étudier une période telle que le Moyen Âge, quand je dis étudier, c'est un grand mot, c'est-à-dire pour faire référence au Moyen Âge, on ne demande pas à l'élève de savoir quand est-ce que ça s'est passé dans le temps. En fait, perso, on n'en a rien à faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lui puisse relier ensemble des événements, des objets, des œuvres, des personnages qui sont de cette époque-là et du coup, qui perçoivent le lien, en fait, entre ces différentes choses que vous allez présenter au fur et à mesure d'une période. Donc, ça veut dire que on fait du lien entre, on visite le château de Dourdan, il avait visité avec la maîtresse. C'est un château fort du Moyen Âge. On avait observé des tapisseries de Bayeux, donc du coup, on les avait projetées, ces tapisseries qui représentent, du coup, vous vous souvenez des licornes, des personnages un peu. Voilà. Écouter des chants du Moyen Âge. On avait eu la chance, parce qu'au château, il y a une armure de chevalier, une robe de châtelaine, donc ça, on était dans quelque chose sur l'étoffe, des choses où on peut toucher, on observe, on touche surtout, c'est important, et raconter des histoires autour de ça. En fait, le temps historique, en maternelle, il est par exemple abordé au travers de ça, c'est-à-dire que si l'élève fait du lien entre ces cinq choses-là, on a gagné. Il sait que ça s'est passé à peu près au même moment. Et puis, il aura bien de temps après pour se comprendre ce que c'est que le temps historique. Mais c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à s'installer chez l'enfant et qui est très long. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir faire ça avec lui quand on a des projets de cet ordre-là. Alors maintenant, on va passer à l'espace. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui met du temps à, s'installer, ça met du temps à, comment dire, à être perçu par l'enfant, cet espace. Donc je vais vous aborder trois types d'espaces qui sont importants, ce qu'on appelle, mais je pense que vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller voir parce que c'est assez intéressant. C'est ce qu'on appelle le mésoespace, le macroespace et le microespace. Alors, le mésoespace, on va commencer par celui-ci, c'est l'espace de la classe. C'est ce qu'on peut percevoir de là où on est. Et c'est souvent pour ça que lorsqu'on travaille sur explorer le monde, surtout en cycle 2,
on travaille sur des plans de classe, ça peut aller jusqu'à des plans d'école. C'est-à-dire, c'est travailler sur l'espace vu et vécu par l'élève. Et après, dans sa représentation, qui est donc une abstraction en 2D. Le micro-espace, c'est l'espace de la feuille, c'est ce qu'on demande à l'élève quand on lui demande d'écrire. En tout cas, en France, de la gauche vers la droite, on lui demande de se repérer sur ce micro-espace. C'est l'espace qu'il a devant lui. Et le macro-espace, c'est ce qui est le plus compliqué pour lui parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas percevoir immédiatement avec ses yeux. Et c'est l'espace d'une ville, c'est le monde, c'est quand on aborde le fait d'habiter dans un pays où c'est quelque chose qui n'est pas directement observable. Donc, on voit bien que la maternelle, c'est essentiellement dans le mésoespace et c'est dans cette manière de travailler sur la topologie, c'est-à-dire ce qu'on perçoit de l'espace et son orientation. Donc, c'est pour ça qu'on parle de situer des objets par rapport à soi, entre eux, c'est situer par rapport à d'autres, c'est réaliser un trajet dans un environnement bien connu. Donc ça peut être à l'intérieur de l'école, comment je fais pour aller de la classe jusqu'à l'endroit de la salle de motricité, de la classe à la classe de Madame Intel, de la classe jusqu'à la cantine. C'est d'abord un espace proche, avant d'aller faire des choses dans le bois d'à côté ou dans le parc à côté, déjà un espace proche. Et puis, commencer à faire des premiers essais de représentation. J'ai vu des beaux projets en grande section de représentation de maquettes où l'élève représentait du coup sa classe et représentait aussi le couloir et ses classes d'à côté. Voilà. Et puis, on travaille évidemment ces repères spatiaux autour d'un vocabulaire spécifique, le devant, le derrière, le droit, le gauche, le dessus. On voit très bien ce qu'on appelle la latéralisation, hein, le droit et le gauche. C'est des choses qui mettent du temps à s'installer chez l'enfant. Donc, dans l'espace, tout au long du cycle 1, le travail, c'est de travailler sur la décentration. L'élève de petite section qui rentre, il est dans le moi, je, moi, je, moi, je. Et le fait de se décentrer, ça permet progressivement d'adopter un point de vue autre que le sien. Donc, du coup, c'est d'abord, je me repère moi par rapport à mon espace. Et après, quand je vois mon camarade, j'essaie de repérer l'objet par rapport au camarade. Je me décentre, c'est-à-dire que j'essaie de me mettre à la place du camarade sans l'être. Ça, c'est ce qu'on peut attendre après en grande section. Donc, on leur demande de maîtriser ces espaces au fur et à mesure, au travers de projets, et aussi, ce qui aide beaucoup, c'est tout ce qui a trait au sport, à l'EPS et au parcours de motricité. Donc, dans cet espace vécu, en salle de motricité, en regroupement, en déplacement dans la cour, sous forme de jeu, l'enfant agit, joue, appréhende les repères spatiaux. Donc, il va de l'espace manipulé et après à l'espace représenté. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que ce passage à l'abstraction est long et prend du temps. Quand vous voyez qu'il continue, et évidemment au collège, moi je travaille avec le cycle 3 ici, et on a fait un gros cycle course d'orientation à l'intérieur du collège et du lycée. On voit bien à quel point on continue à le travailler énormément avec des élèves de 10, 11 et 12 ans. Donc, cette approche est soutenue par le langage, c'est-à-dire que le langage, c'est une forme de mise à distance, c'est une forme d'abstraction et d'intériorisation, c'est que l'élève met des mots, et ces mots, du coup, c'est une forme d'abstraction sur ce qu'il vit, et la multiplicité des termes, selon trois aspects, on structure l'espace par rapport à la topologie, l'espace perçu, l'orientation, c'est comment on est orienté, et la mesure après, quand on commence à percevoir des choses sur est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est long, c'est-à-dire est-ce que c'est plus long d'aller jusqu'à la cantine qu'aller jusqu'à la classe de Madame Intel, c'est-à-dire cette, on va dire, appréciation de la mesure sans mettre des mètres ou des centimètres, on n'en est pas là du tout, c'est juste apprécier des distances et le fait que ces distances soient plus ou moins longues. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui, s'ils sont construits au cycle 1, engendrent pour les élèves et pour les enseignants de cycle 2 une grande facilité quand ils vont passer à une certaine abstraction dans la mesure ou dans les appréhensions de l'espace ou du temps. Mais on sait aussi que ces domaines qu'on appelle grandeur et mesure, après, et puis géométrie, ce sont des domaines où, quand on regarde les évaluations de sixième, ce sont des domaines qui sont relativement chutés,
plus que tout ce qui a trait à la numération ou aux opérations. Et donc, il faut se poser la question, moi je pense, de la manière dont c'est enseigné dans les écoles et la manière dont c'est abordé, et surtout de voir ce parcours qu'a l'élève de la maternelle jusqu'en cycle 3 sur cette appréhension de l'espace et du temps qui se construit pour moi à chaque instant. C'est-à-dire que tout est sujet à pouvoir construire l'espace et le temps, mais après, il faut l'organiser dans le temps de l'école. Et c'est cette progression par moment qui reste à faire dans les équipes. En tout cas, moi, j'ai vu parce qu'on a énormément travaillé avec les enseignants de cycle 2 et 3 sur cette appréhension du temps et de l'espace pour les élèves. Donc, l'espace, les modalités d'apprentissage, c'est qu'il doit proposer des situations variées et motivantes et qui se retrouvent dans plusieurs disciplines, qui permettent de développer aussi un vocabulaire qui est lié à ceci. Donc, les exemples d'activités tout au long de la maternelle, je vous en donne certaines, mais il y en a bien d'autres. Vous avez les comptines, et les lectures d'albums, et les chansons à gestes, et les reconstitutions d'histoire. Tout ça, ce sont des choses qui permettent de construire l'espace. C'est-à-dire que à l'intérieur des albums, comme je vous l'ai dit pour le temps, mais pour les formes, vous avez aussi des choses qui ont trait à l'espace. Les jeux de psychomotricité, les activités traditionnelles de type puzzle, les jeux du trésor, les parcours et les jeux de déplacement sur plateau. Tout ça, ça contribue comment dire, à travailler l'espace. Voilà. Et puis là, on n'a pas le temps, mais je vais vous expliquer la consigne. C'est proposer des ateliers dirigés autour d'un questionnement spécifique. Donc, l'objectif principal de l'enseignant, c'est la mise en recherche de l'enfant. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, là, les élèves ont une représentation d'une photo, en fait, en 2D, du coup. C'est une photo d'un assemblage de briques. Et on voit les deux élèves arriver avec des briques de couleur bleu et rouge. Donc, ils ont deux problématiques à résoudre. La première, c'est que l'assemblage qu'ils vont proposer soit un assemblage qui corresponde à la photo en termes d'espace, mais aussi que ça corresponde au niveau des couleurs des briques proposées. Donc, les briques ne sont pas à côté d'eux, donc ils ont dû les chercher dans un sac au bout et les amener jusque-là. Donc, ce sont des vrais temps d'apprentissage. Moi, je l'ai vu mis en place, comme je vous l'ai montré au début, vous avez vu avec les petits cubes qui s'emboîtent là, avec ces cubes qui s'emboîtent, où l'enseignante avait pris en photo des assemblages de ces cubes et demandé aux élèves de les reproduire à l'identique. On est aussi dans une appropriation de l'espace autour de ça. Donc, moi, j'aime bien conclure en général toujours par la même chose, c'est par le fameux triangle didactique en reprenant ce qui a été dit autour des assemblages au niveau de l'espace. Vous avez trois choses autour du savoir, enseignant et élève. Donc, ce triangle didactique, je vous le répète, mais pour moi, il est fondamental. Le lien entre le savoir et l'enseignant, c'est ce qu'on appelle la didactique des disciplines. C'est qu'est-ce que je sais de la discipline et comment et qu'est-ce qui est à enseigner. C'est-à-dire faire la différence entre l'expertise de cette discipline et qu'est-ce que je peux enseigner adapté à l'âge des enfants. Enseignant et élève, c'est le lien, c'est ce qu'on appelle la pédagogie, c'est qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la classe. Et c'est ce que je vous avais dit la dernière fois pour ceux qui étaient là au premier live en mathématiques sur la résolution de problème. Entre savoir et élève, nous, en tant qu'enseignants, là, vous et moi, on n'y est pas. C'est qu'est-ce que l'élève va construire et son rapport au savoir, et quel est-il? Ça, c'est quelque chose d'assez intime. Nous, la seule photographie qu'on peut prendre, comme je vous le disais, c'est quand on fait des évaluations, c'est-à-dire qu'on essaie de percevoir ce qu'il a acquis en termes de compétences et aussi en termes de connaissances. Mais comme on travaille, et je vous encourage à le faire quand vous serez enseignant en groupe, etc., il y a beaucoup plus de choses qui se passent au sein de ces situations d'apprentissage que simplement le fait d'acquérir des connaissances, qui reste relativement sommaire. Et donc, c'est très difficile d'évaluer tout ça. Donc, il y a une part entre le savoir et l'élève, il y a une part que nous, on va pouvoir évaluer, puis il y a une part qui reste la propriété de l'élève, qui lui appartient à lui. C'est son rapport au savoir et son rapport, aux connaissances. Donc, enseigner, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, on utilise le mésoespace, on se déplace dans la classe. Donc, on passe de l'espace représenté, la photographie, à l'espace manipulé, la construction de briques. On regarde les aspects topologiques, le perçu, qu'est-ce qu'ils perçoivent.
et d'orientation sont impliquées. Donc, c'est-à-dire que les briques, ils vont les mettre d'une certaine manière, debout ou comme ça, penché, ou etc. Donc ça, c'est voilà comment on construit la séance. Qu'est-ce qui va se passer concrètement en bas? Bah, les élèves, ils doivent construire une maison en briques, représentée sur une photographie. Ça donne du sens en leur proposant de la construire pour leur doudou ou des poupées. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de trouver du sens au travers de ce qu'ils vivent eux. Donc, on construit une maison pour les doudous et les poupées. Ça, c'est la situation problème proposée. Et qu'est-ce que lui va apprendre? Son rapport au savoir, bah, il va avoir des méthodes de résolution parce que les deux qu'on voit vont se faire aider par les autres en disant, moi, j'aurais pas fait comme ça, et c'est comme ça, etc. Les erreurs vont être analysées, comparées, corrigées après validation de la classe. C'est-à-dire que les élèves vont construire leur savoir parce que à un moment donné, ils vont pas être seuls face à la tâche. D'ailleurs, vous avez vu sur la photo avant, elles sont en binôme, les deux élèves, mais surtout, ensuite, elles vont se faire aider par d'autres qui vont, eux, proposer aussi leurs solutions. Voilà. Donc, ben voilà, je crois qu'on est arrivé au terme de la présentation. Ce que je vous propose, si vous en avez envie, à la fin de ce cours, c'est que si vous voulez, du coup, intervenir, eh bien, il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, eh bien, vous pouvez, là maintenant. Par contre, si je n'ai pas la réponse, car je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, on diffère et j'irai moi voir de mon côté. Voilà. Have you got some question because I am bilingue, like you constated? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des choses auxquelles vous voulez aborder ou c'était clair et voilà. Ok, bah très bien. Bah écoutez, moi j'ai été ravi d'être avec vous. Je fais un dernier cours au mois de décembre. Le dernier cours, si je me souviens bien, que je ne me trompe pas, je l'ai anticipé là. Il faut que j'aille voir dans mes dossiers, mais il y aura un dernier cours de mathématiques. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Qu'appelez-vous jeu de psychomotricité? Eh bien, des jeux de psychomotricité, on peut appeler ça, pour moi, c'est des puzzles. Pour moi, c'est des jeux de psychomotricité. Comment, c'est-à-dire le fait d'acquérir une motricité fine par rapport à tout ce qui est main, etc. Des Lego, voilà, ça peut être les cubes qu'on emboîte là dans ce que j'ai mis au début, là, les espèces de cubes qui se clipsent les uns sur les autres. Ça peut être des jeux de psychomotricité, des caplas, tout ça, voilà, exactement. La vidéo va se retrouver sur YouTube parce qu'on m'a demandé de voir si on pouvait la voir sur YouTube. Donc, normalement, vous l'aurez en accès, du coup, voilà, pour vocation CRPE. Bah, super. Eh ben, écoutez, moi, je vous remercie à tous. Merci Delphine, merci Fabienne. C'est très gentil. Écoutez, si c'était clair, vous m'envoyez ravi. Je vous souhaite plein de courage pour préparer ce concours. Je suis sûr que vous allez tous et toutes l'avoir. Et n'hésitez pas à continuer à être curieux et à surtout préparer ce concours avec l'INA et les profs qui sont à vocation CRPE parce qu'ils sont, comme moi, conseillers pédagogiques. Donc, on sait ce que c'est que de faire passer des concours vu qu'on était dans les jurys. Voilà. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Surtout bonne soirée.